Ok. Alors du coup, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter rapidement l'établissement? C'est quoi la superficie? Combien de personnes y travaillent? La capacité? Alors, donc on est l'écolodge L'Étoile d'Argent. C'est un camping, un hôtel de plein air 5 étoiles qui s'étend sur 16 hectares avec 493 emplacements, dont certains qui sont vides pour accueillir les tentes, les caravanes, et d'autres qui contiennent donc des locatifs ou des lodges cabanes sur pilotis, comme là où on se trouve actuellement. On a 25 personnes qui travaillent à l'année. Et après, quand on est en saison, on tourne autour de 45-50 personnes avec les saisonniers. Ok. C'est quand même une grosse. Une grosse on double, ouais, on double la capacité avec les saisonniers. Et encore, on externalise toute la partie ménage, etc. parce que ça ferait vraiment beaucoup de monde. Et je compte pas non plus la partie restauration qui est gérée en externe. Ok, oui. Et du coup, pourquoi vous avez décidé de ne pas gérer la partie restauration? C'est un choix qu'on a fait, ça s'est toujours bien passé comme ça. Et la seule année où on a eu à le faire dans l'ancien établissement dans lequel on était, ça a été très compliqué à gérer. On s'est rendu compte que finalement c'était lourd en contrainte et que voilà, c'est quelque chose qu'on a préféré mettre en gérance. On a aussi une petite supérette qui est gérée en externe. C'est deux métiers différents quand même, l'hôtellerie, la restauration. Totalement, totalement. Je pense qu'à part si on est bien entouré, qu'on a une équipe, qu'on a l'habitude de travailler toujours avec les mêmes équipes, après ça roule. Mais en plus, on est d'autant plus content cette année d'avoir une gérance, enfin les dernières années, parce qu'avec la crise qu'il y a eu pour le monde de la restauration, et ça a créé des vrais problèmes de recrutement. Et on est content de ne pas avoir eu à le gérer, parce que là, il faut vraiment connaître du monde et être du métier, justement. J'imagine. Et du coup, l'hôtellerie n'a pas été touchée par la problématique qui a touché le secteur de la restauration au niveau des recrutements? Ça a été un peu plus difficile de trouver des personnes vraiment qualifiées. Après, on trouve toujours du monde parce que c'est des métiers qui ne demandent pas forcément. En fait, il faut être polyvalent, donc on a facilement trouvé du monde, beaucoup de jeunes aussi qui cherchent à se faire les premières expériences. Les saisonniers, c'est facile à trouver. Après, c'est plus compliqué de trouver vraiment des gens expérimentés. Par exemple, même à la réception, des gens qui ont vraiment une carrière là-dedans, ça a été plus compliqué. Et justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu des différents métiers qu'il y a dans un établissement comme le vôtre? Quels sont les différents métiers, peut-être les niveaux d'études? Est-ce qu'il y a des exigences particulières sur, je sais pas, les langues à parler, des compétences particulières? Oui, bien sûr. Alors à la réception, il y a toute la partie où il faut vraiment être bilingue au minimum, voire parler plusieurs langues. En plus, c'est un établissement 5 étoiles sur la Côte d'Azur. On accueille quand même beaucoup de clientèle étrangère. Donc nous, on a beaucoup d'Allemands, de Néerlandais. Au minimum, il faut qu'on puisse parler ces langues-là, plus l'anglais évidemment. Et puis après, on a l'italien aussi, c'est un plus si on en a à la réception. Voilà. Après, au niveau études, non, nous, on accueille tout le monde. On préfère l'expérience au niveau d'études. Après, les différents métiers qu'il y a dans le milieu de l'hôtellerie, nous, on a vraiment de tout. Donc, on a la restauration, même si c'est pas nous qui le gérons directement, mais on en a. On a toute la partie ménage, terrain, voilà. On a une équipe d'une dizaine de techniciens qui touchent un peu à tout, qui sont spécialisés en électricité, en plomberie. Puisque nous, ils sont là vraiment à l'année, d'autant plus avec toute la partie rénovation qu'on a eue. Donc, on a vraiment des équipes en interne qui sont spécialisées là-dedans. Après, on a toute l'équipe de direction là qui demande un peu plus forcément d'expérience, de compétences et de diplôme. On a le directeur général. Après, on a l'équipe on va dire de responsables, chacun avec leur équipe. Donc, on a la responsable technique. Qui en plus, après, on invite aussi tout le monde à se former, même pendant qu'ils travaillent ici, en fait, à continuer à faire des formations en complément. Voilà, on a des responsables réception, responsables ménage, responsables de la commercialisation et toute la partie yield management. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser un peu justement le yield management? C'est vraiment en fait analyser les courbes en permanence pour optimiser les performances et pour réussir à optimiser les plannings et faire en sorte que chaque période soit louée au prix maximum qu'on peut en tirer. Et donc faire des offres au bon moment, des promos au bon moment pour remplir les périodes qui sont un peu plus difficiles à remplir. C'est faire toute une analyse aussi concurrentielle pour savoir comment ça se passe ailleurs et utiliser des outils pour ceux qui ont des outils pour essayer de remplir les plannings et d'optimiser les périodes. Voilà, après on a une équipe évidemment de jardiniers puisqu'on a un grand jardin, donc on a du monde qui travaille à l'extérieur.
Et voilà, après je crois que j'ai fait à peu près le tour et puis partie à la Beaucoup de communication. Ouais, et la communication, du coup, Une qui seule est personne. essentielle. Ouais, mais qui est super importante C'est important. dans justement C'est clair. la promotion de l'activité. Et du coup, vous occupez de la communication externe. Est-ce qu'il y a une communication aussi interne à faire au sein de l'établissement? Oui. Comment vous le mettez en place? Oui, alors ça, on le met en place un peu comme on peut, mais oui, bien sûr, c'est important de communiquer en interne. Après, c'est surtout en discutant, en créant des outils sur les Google Drive, les choses comme ça. Ouais. Voilà, nous, on n'est pas une grosse entreprise non plus, on n'est pas 150, donc ça reste assez simple globalement de communiquer entre nous. Et tout à l'heure, quand on a préparé l'entrevue, tout à l'heure, quand on a préparé l'entrevue, m'avait expliqué qu'il y a aussi une communication qui est faite vis-à-vis des clients, notamment sur le fait d'avoir, on va dire, une empreinte carbone un peu plus limitée, sur des éco-gestes à faire. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou quels sont les projets que vous souhaiteriez mettre en place au sein de l'établissement? Les vélos qui passent. À mettre en place. Alors, on communique beaucoup en amont déjà sur notre site internet, Okay. Déjà sur les différentes actions que nous on a mises en place au sein d'Ecolodge pour que ça devienne un Ecolodge. Et puis après, on a tous des éco-gestes en fait qu'on invite à respecter. On a mis en place une zone de tri sélectif, des petites choses comme ça à notre échelle qu'on peut mettre en place. On essaie d'inciter le plus possible aussi les clients à rester sur le parc, Okay. à promener en vélo ou à pied, par exemple en mettant à disposition des vélos quand on loue une cabane sur pilotis, pour essayer, même si on n'est pas encore un parc piéton, c'est l'objectif sur le long terme, pour essayer d'être un peu plus éco-responsable dans sa façon de voyager, dans sa façon de venir en vacances. On a la navette fluviale aussi qui conduit les clients à la plage de Saint-Égulphe pour éviter aussi qu'ils prennent la voiture. D'accord. Voilà, la réception, on a pas mal d'affichage aussi là-dessus. On a aussi tout l'affichage sur les écolabels qu'on a obtenus. En fait, on essaie vraiment d'avoir cette communication positive pour inciter les gens déjà à partir en vacances dans des établissements comme le nôtre. Ouais. Puis après, on n'a pas, comme je vous le disais tout à l'heure, énormément d'affichage dans les hébergements sur des petits gestes qui pourraient être un peu plus éco-responsables. Parce que faire un affichage, c'est aussi imprimer des papiers et que ça devient finalement pas trop écologique. Donc nous, on a fait le choix de plutôt le mettre dans notre livret d'accueil numérique, où il y a toute une partie sur les éco-gestes qu'on leur demande de respecter. Par exemple, ne pas faire tourner la clim avec les fenêtres ouvertes, réduire la consommation d'eau, etc. Fermer les fenêtres. Ok. Et est-ce qu'il y a une communication qui est faite vis-à-vis des partenaires avec lesquels vous travaillez? Alors les partenaires, ça peut être par exemple les fournisseurs, ou est-ce que ça peut être... Il y a des fournisseurs, mais il y a aussi peut-être des agences, des offices de tourisme, des personnes qui vont vous apporter aussi de la clientèle. Est-ce qu'il y a une communication qui est faite en ce sens d'un point de vue écologique ou pas vraiment? Ah si, bien sûr. Oui, nous, dès qu'on parle en fait de notre établissement, on insiste vraiment sur le caractère écologique. D'ailleurs, on a une charte écologique, une charte Ecolodge avec toute une série de critères à respecter, notamment avec nos fournisseurs d'hébergement. Donc, en tout cas, les nouveaux hébergements qu'on a nous acquis depuis qu'on est installé, pas ceux qui étaient là avant évidemment, mais qui doivent respecter certains critères pour vraiment rentrer dans notre charte écologique. Et à l'avenir, quand on achètera de nouveaux hébergements, on essaie de consommer au maximum des produits fabriqués en France, avec des matériaux isolants naturels, etc. Et après, au sens large, avec les différents tours opérateurs, par exemple, avec lesquels on peut travailler, on essaie de toujours mettre l'accent aussi sur le côté écologique. D'accord. Dans les textes de présentation qu'on utilise, etc. Et il y a un choix qui est fait justement des différents tours opérateurs avec lesquels vous travaillez, ou pas vraiment? On essaie de laisser la porte ouverte, comme je vous disais tout à l'heure. On est un écolodge, mais on est avant tout un camping sur la Côte d'Azur et on est obligé d'ouvrir les portes à tout le monde, et c'est le choix aussi qu'on a fait. Donc on a évidemment Booking, TripAdvisor, Location, Camping.com, tous ces sites qui ne sont pas forcément à dimension écologique, qui recensent tous les établissements sur lesquels on est quand même inscrit. Après, on a aussi WeGo Greener, Greengo, Vaolo, enfin tous ces trucs qui sont vraiment... Alors Vaover maintenant c'est Greengo, mais il y a Vaolo à nouveau. Enfin, on a plein de trucs comme ça qui sont vraiment à dimension écologique et qui répertorient que ces établissements-là sur lesquels on essaie d'être présent aussi. D'accord. Et justement, au niveau de cette relation avec ces partenaires, des agences de voyage en ligne ou des plateformes, comment ça se passe en termes de... Est-ce qu'il y a une commission qui est fixée? Est-ce que c'est moins cher
en termes de commission chez des plateformes que chez des plus gros. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, alors, pas forcément en avançant des chiffres précis, mais ça peut être intéressant aussi pour les futurs travel planners d'en avoir conscience, savoir si c'est plus intéressant peut-être de passer par une plateforme ou passer en direct, en tout cas de conseiller à leurs clients de le faire. Ah bah alors tout faire en direct c'est l'idéal, ouais, je vais pas mentir, quand on a ce pouvoir là, quand c'est possible il faut le faire. Après ça aide toujours de passer par d'autres plateformes, c'est clair. Je pense que, alors après j'ai une collègue qui est en charge vraiment de la partie commercialisation, celle qui signe tous les contrats, qui négocie les commissions, etc. Bon après moi je dois passer pour tout ce qui est plateforme vraiment sur lesquelles on s'inscrit comme un site référent, mais qui ne prennent pas de commission, qui renvoient juste sur notre site internet, c'est plus une vitrine en fait. Donc on a vraiment cette partie, on a toute une liste de sites références qui nous répertorient. On paye en général un forfait à l'année, ça va autour de 100 à 500 € en fonction du site référent, pour pouvoir juste être listé, répertorié, avoir une fiche établissement sur leur site. Ça fait en plus dans les moteurs de recherche, etc., toujours du référencement supplémentaire, de la crédibilité. Et après on a la partie vraiment tour opérateur, où là c'est un système de commissionnement en fonction en fait du tour opérateur et de sa crédibilité. C'est sûr qu'il y en a qui se permettent des tarifs plus élevés parce qu'ils sont plus connus et plus fréquentés. Ils apportent plus de clientèle. Ouais. Ok. Et justement, la part de réservations sont apportées par des entreprises, quelles qu'elles soient, et en direct, elle est de combien à peu près dans l'établissement? Alors nous on fait beaucoup de directs quand même parce qu'on commence à être un peu connu et qu'on a beaucoup de clients fidèles qui reviennent aussi. Et on a beaucoup travaillé à optimiser la communication, à augmenter, voilà, entre autres, mais pas toute seule, à augmenter la part du direct, puisque c'est l'objectif sur le long terme, c'est de pouvoir se passer de tout le monde et de pouvoir. Mais donc nous on a quand même beaucoup de directs. Après, alors la part, je pourrais pas trop la donner, mais déjà on a 80% de nos réservations qui se font sur internet maintenant, ça c'est sûr. Et après, je dirais qu'on a à peu près dans ces pourcentages-là, 70% qui va se faire en direct ou 60%, et le reste ça passe par des plateformes. D'accord. Et après, nous on a la particularité aussi d'être affilié à Maeva, donc du coup Pierre et Vacances, et d'avoir un certain nombre d'hébergements qui sont directement commercialisés par Maeva. Qui sont loués en avance, qui sont gérés vraiment par le groupe. Sur Maeva, en fait, eux, ils nous payent du coup pour un certain nombre de mobil-homes qui a été négocié en début de saison. C'est un tarif fixe et après ils exploitent comme ils veulent, ils le commercialisent en direct et en propre sur leur site internet. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que quand les clients se renseignent, alors les clients réservent directement sur internet ou est-ce qu'ils appellent parfois l'accueil ça arrive encore. Ça arrive encore, ok. Il y en a qui téléphonent encore. Et c'est quoi les questions principales qu'un voyageur peut se poser avant de réserver chez vous? Est-ce qu'il y a des questions qui ressortent? Bonjour, c'est dans quelle ville? Non, on a beaucoup de questions comme ça, de gens qui prennent pas forcément la peine d'arpenter le site internet. On peut pas leur en vouloir, après ils appellent, donc c'est pour avoir des réponses aussi. Mais non, les questions c'est toujours de savoir est-ce qu'ils peuvent... c'est des questions un peu générales, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme service dans votre camping? Est-ce qu'ils peuvent réserver un emplacement en particulier? En général, on répond que non, mais qu'on fait au mieux pour répondre à leurs besoins. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme activité, comme animation, beaucoup. Qu'est-ce qui se situe autour, la région, etc. Ok. C'est des questions assez générales. Oh, d'accord. Okay. Voilà, mais oui, on a encore une part de personnes qui réservent par téléphone, mais ça reste quand même une minorité. On a quand même beaucoup plus de réservations sur internet. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a un avantage pour une personne à réserver en direct? Est-ce qu'on voit parfois sur certains sites d'hôtels réserver en direct et le prix est plus intéressant que via Booking ou via d'autres sites? Est-ce que c'est le cas chez vous ou pas vraiment ou pas du tout? Est-ce qu'il y a Je pense pas que... Je pourrais pas vous répondre exactement parce que je sais pas comment ça a été négocié avec Booking et si on... Je pense que c'est un peu plus cher quand on passe par Booking et qu'en passant en direct on a des prix qui sont des prix réels en fait. Mais je ne pourrais pas vous dire à combien. Oui, puis Booking, ça dépend. Moi, je sais que j'ai un compte chez Booking. Et comme j'ai un certain niveau Genius, je sais pas, 2 ou 3. Oui, c'est ça. Du coup, parfois, c'est moins cher qu'en direct. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé de réserver, que c'était moins cher comme ça. Ouais, complètement. Donc, nous, on essaie d'inciter les réservations en direct. C'est toujours plus sympa. Après, ça dépend de ce qui est négocié. C'est une bonne question. Oui, voilà, je sais pas. Du coup, je voulais aborder peut-être un peu plus aussi avec vous le côté métier,
hôtelier. Comment on fait pour créer, alors, dans les grandes lignes, un établissement hôtelier? Est-ce qu'il y a des obligations? Alors en France, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'il y a une réglementation qui est assez stricte au niveau de l'urbanisme et à d'autres niveaux. Dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a des choses à valider? Ça va être intéressant pour nous, travel planners, de le savoir pour aller checker la qualité d'un établissement, que ce soit en France ou même ailleurs. Est-ce qu'il y a des petites choses justement Alors nous, c'est pas une création puisque le camping existait, c'est un rachat, donc on n'a jamais fait vraiment de création. Mais je crois que le plus contraignant quand on part de zéro, c'est les lois de l'urbanisme en fait, qui sont très contraignantes. Après nous, pour le rachat, on a quand même été confrontés à un certain nombre de contraintes, comme par exemple quand on a voulu installer ces lodges sur pilotis, il y a la contrainte de ne pas être trop près de la rivière, la contrainte pour un camping de plein air de devoir respecter un certain pourcentage de mobil-home, donc vraiment de maisons qui sont censées pouvoir bouger. Donc voilà, on a plein de contraintes comme ça qui sont vraiment liées à l'urbanisme. Après, il y a les contraintes pour certaines zones naturelles, peut-être on ne peut pas construire comme on veut. Nous, on n'a pas ce problème, on est en zone Natura 2000, mais c'est finalement pas si contraignant que ça. On a quand même pu construire. Voilà, après... Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que vous adhérez à certains labels, par exemple, justement? On parlait de labels environnemental. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors nous on a le label qualité tourisme, et après donc on a l'écolabel européen et le label Clé Verte, qui sont des labels alors pour nous qui sont super importants parce qu'ils permettent vraiment d'affirmer une crédibilité dans le domaine écologique et d'être garant de tout ce qu'on a mis en place comme action. Par contre, ils sont très contraignants, c'est une série de beaucoup de critères, c'est renouvelable tous les 2 ou 3 ans selon les labels. Et donc, on a l'impression d'être tout le temps en fait en train de se faire tester parce que forcément, ça tombe pas toujours en même temps. Donc, chaque année, on a de nouveau en fait des inspecteurs qui viennent. Il faut toujours être au top du top. Et en plus, ça évolue beaucoup aussi, comme tout secteur. Donc, c'est bien, mais c'est vrai que ça évalue tous les critères du camping et pas que ce qui se voit en fait. On n'y pense pas, mais il y a beaucoup de documents à montrer, tous les contrats d'électricité et tout ça. Il faut vraiment prendre en compte l'environnement à 360 degrés de la gestion d'un camping. J'ai vu justement que en 2022, il y a eu une réactualisation de l'attribution des étoiles. Alors là, vous êtes 5 étoiles et justement, ils ont mis en place un peu plus de contrôle sur le développement durable. Bah non, on l'a repassé l'année dernière. Donc Oui. on a eu ça. Okay. Bon, après nous, c'est facile dans le sens où on est déjà un établissement écologique et on a déjà mis en place beaucoup d'actions, donc ça sera plus simple que pour d'autres établissements. Mais oui, c'est bien, c'est plutôt positif de se dire que dans le classement de la qualité, ils prennent aussi un peu en compte les critères écologiques. Mais oui, on a passé le 5 étoiles, enfin renouvelé nos 5 étoiles l'année dernière. Et pareil, ça a été fastidieux parce que ça demande beaucoup de temps de préparation. J'imagine. Voilà, en plus c'était en pleine saison, donc en même temps il faut traiter les clients. Mais voilà, du coup c'est bien aussi de l'avoir. Et c'est quoi les particularités 5 étoiles versus 4 par exemple? C'est vraiment un tableau avec des cases à cocher. D'accord. Je dis n'importe quoi, par exemple il faut avoir tant d'espace sur un emplacement de vide et puis du coup garantir un certain écart entre les hébergements, et en fait c'est des calculs avec des chiffres, et quand c'est 4 étoiles c'est un espace qui est un peu plus restreint, 5 étoiles il y a un peu plus d'espace, et ça va être comme ça pour tout. C'est un audit complet en fait de l'établissement. Oui. D'accord. C'est vraiment complet, ça va vraiment des sanitaires communs à chaque hébergement, ils visitent quand même, nous on en a 493 donc ils n'ont pas fait les 493 emplacements, mais quand même une vingtaine ou une trentaine où ils vont ouvrir l'eau, vérifier le débit de l'eau, toutes ces choses là. Oui, ça va de la qualité générale du parc, de ce qui se voit, jusqu'à vraiment entrer dans les détails de ce qui se voit pas, de la gestion, les affichages en interne, les prestataires avec lesquels on travaille, l'éco-cert, et pour le label 5 étoiles, c'est le nombre de services, par exemple le calcul de combien de sanitaires il faut en fonction du nombre de personnes qu'on accueille. C'est vraiment, il faut par exemple un sanitaire handicapé, je dis n'importe quoi. Quand on a un minimum tant d'emplacement, et voilà, il faut juste cocher des cases et respecter tous les critères. Puis après, il y a des bonus qu'on peut obtenir en fonction des comme un jeu, quoi. À peu près. Il y a des jeux plus drôles. Chasse au trésor. Ok. Bah, du coup, c'est vrai que cette garantie,
pour vous déjà en tant qu'établissement d'être toujours au meilleur de votre forme, en tout cas de ce que vous pouvez proposer à votre clientèle, et puis pour les clients et les futurs travel planners ou peu importe, hein, les personnes avec lesquelles vous travaillez, d'avoir une garantie aussi. On sait maintenant qu'il y a des contrôles qui sont quand même réguliers. Oui, c'est rassurant pour tout le monde. C'est rassurant. C'est un gage de qualité et d'authenticité, parce que sinon tout le monde dirait n'importe quoi. Et d'autant plus qu'il n'y a pas tous ces contrôles dans d'autres pays européens même, et alors à l'étranger c'est complètement... On n'a pas cette rigueur à la française, oui. Béni de la Suisse. Oui, non, loin de là. Est-ce qu'il y a un vocabulaire à connaître dans l'hôtellerie, un vocabulaire de pro justement on peut prendre des notes. Je m'étais noté quelques trucs. Ouais, bon, attends, je vais connaître. Ça tourne bien. Hein. Oui, après il y a le fameux yield management par exemple, c'est des termes. Après il y a le check-in, le check-out, toute la partie OTA, les TO, donc pour tour opérateur, tous ces termes que nous on a l'habitude, on dit les MH pour les mobil-homes par exemple, c'est des trucs entre nous. Le PMS par exemple, c'est le système qu'on utilise pour les réservations, en l'occurrence c'est eSeason, mais bon, ça s'appelle un PMS, le ROI. C'est un logiciel du coup? C'est un logiciel, enfin il y en a plusieurs qui existent, en tout cas nous c'est eSeason. Je sais plus ce que ça veut dire PMS, c'est un terme anglais, hein, mais après donc il y a tout ce qui est ROI pour les calculs en général pour la personne qui se charge de la commercialisation. Le retour sur investissement. Voilà, tout à fait. Yes, c'est oui. SEO, SIA, donc c'est toute la partie référencement naturel ou le référencement payant avec les campagnes AdWords, etc. Le terme qu'on déteste, c'est le surbooking, quand on se rend compte qu'en fait on a commercialisé plus d'hébergement que de disponibilité. Le early booking, donc qui sont les fameuses offres qu'on fait en début de saison en général pour ceux qui réservent plus tôt et qui donc peuvent bénéficier de réductions en réservant plus tôt. Voilà, et puis après donc le RevPAR, tous ces termes qu'on retrouve un peu dans toutes les entreprises, mais voilà. Et justement, en parlant de réservation, est-ce qu'il y a des périodes plus avantageuses en termes de prix pour réserver une saisonnalité, donc j'imagine que c'est lié à ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Nous, en général, et je pense que c'est un peu pareil pour tous les campings, pour tous les hôtels de plein air, quand on ouvre nos réservations, et donc tout début de saison, en général, c'est janvier ou décembre, quand on est un peu doué et qu'on a anticipé, on a donc des tarifs les fameux early booking pour tous ceux qui réservent dès le démarrage de la saison, et c'est en général moins 30, moins 35% sur un peu tous les hébergements. C'est intéressant. Donc c'est vraiment intéressant de réserver en anticipant. Après, donc en général, on a des offres qui vont s'étaler un petit peu sur toute la période en fonction du remplissage. Et ça, c'est le fameux travail de la yield manager qui va analyser en permanence en fait le remplissage par catégorie d'hébergement et comparer aux années précédentes et voir si finalement on est un peu à la bourre ou si on remplit bien, et en fonction faire des offres vraiment ciblées sur les périodes qui sont moins remplies qu'elles devraient. Par exemple. Et est-ce que dans ces cas-là, cette personne, elle ajuste les prix du site internet et j'imagine tout ce qui est envoyé au TO et les personnes avec lesquelles vous travaillez? Est-ce que parfois ça lui arrive peut-être d'appeler, je sais pas, un partenaire clé pour lui faire savoir qu'il y a une offre plus avantageuse, ou c'est vraiment tout de façon, on va dire, digitale? Ouais, non, honnêtement, on fait beaucoup avec le digital, nous en tout cas, pour notre part. Et les offres, on les communique que nous, en fait, on les communique pas à tous les sites qui nous commercialisent. En général, eux, ils restent sur leur remplissage et on préfère d'abord booster les réservations en direct. En direct, ouais. Donc en faisant les offres, nous, on a sur notre site internet une rubrique offre qui nous permet de communiquer. On communique sur les réseaux sociaux, etc. Et puis après, on voit si vraiment ça remplit pas, là, on fera appel après. Mais c'est dans un second temps. Mais c'est surtout déjà pour la réservation directe. Oui, mais en général, ça suffit. Enfin, l'écart n'est pas non plus très important et on remplit suffisamment. Ça retourne après sur des courbes normales. Donc, il faut réserver en janvier. Oui, ou là, en ce moment, par exemple, on a des offres de printemps qui permettent aussi de remplir. Je fais un petit tour sur les questions, parce que je vois qu'on a abordé pas mal de choses. Donc, on a une période... on n'est pas ouvert toute l'année. Alors, selon les établissements, il y a des établissements qui sont ouverts vraiment à l'année, mais surtout ici, on est dans le sud de la France, on a une saison estivale qui est très marquée et longue. Du coup, vous avez choisi d'avoir une ouverture qui est quand même assez... Nous, on ouvre vraiment de avril à novembre chaque année. Ça, c'est pour la partie locative. Donc, les clients, comme vous dites, nous ici, il fait bon à partir d'avril et jusqu'à novembre, on peut profiter des terrasses, etc. Après, on est quand même ouvert 11 mois sur 12.
pour la partie résidentielle, comme je vous disais tout à l'heure, on a une certaine partie de résidents qui sont là, donc pas à l'année parce qu'on est obligé de fermer un mois dans l'année, donc c'est le mois de janvier. Ouais. C'est la fermeture annuelle et administrative. Après, tout le reste du temps, on est ouvert pour ces résidents. Et après, pour les clients qui viennent en vacances, c'est de avril à novembre. D'accord. Donc les résidents, ce sont des personnes qui ont acheté sur leur mobil-home, sur leur écolodge. Voilà, c'est ça. Ils ont acheté un hébergement ou plusieurs chez nous. Ils font le choix de le mettre à la location ou pas, ou de le garder en exclusif pour eux, pour pouvoir en profiter toute l'année. Et voilà, on en a une centaine, nous, dans le camping. D'accord. Et après, il y a eu une période en 2017-2018, après le rachat, où on avait décidé d'ouvrir toute l'année, enfin, toujours excepté le mois de janvier qui est la fermeture. Ouais. Mais pour les clients locatifs, on avait ouvert toute l'année. On avait un petit peu commercialisé, par exemple, pour les fêtes de Noël. Okay. Mais on s'est rendu compte que ça demandait quand même de payer en fait toute l'équipe qui était mobilisée et plus nombreuse que si on restait fermé, et que finalement on n'avait pas énormément en dehors vraiment des vacances de Noël, des vacances de février, ça restait très très calme. Parce que c'est l'hiver. C'est sûr que décembre en nature, on a peut-être un peu moins envie d'y aller. Bah oui, on va plutôt aller dans les stations de ski, ou alors c'est chez la famille souvent, mais il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent se permettre de venir réserver. Voilà. Donc on l'a fait, le peu de personnes qui étaient venues étaient très contentes, mais on s'est rendu compte que c'était pas là le plus gros de notre travail. D'accord. Donc la période forte évidemment c'est juillet-août. Et du coup. Et après avec des événements aussi, parce qu'on a par exemple au mois d'octobre on a un événement qui est le Rock d'Azur. Oui. Voilà, donc qui est donc un événement cycliste qui est juste à côté d'ici et qui remplit totalement le camping. On a aussi le festival du cerf-volant, ça peut paraître stupide, mais qui ramène beaucoup de monde et qui du coup nous permet aussi de commercialiser beaucoup en dehors des périodes où normalement on a beaucoup de monde. Et puis les vacances d'avril par exemple, même si on n'est pas en juillet-août, on a beaucoup de monde aussi. Les ponts du mois de mai, ça remplit très très bien. Et après en général à partir de mi-juin, parce qu'on a l'avantage d'être un parc écologique et surtout naturel, et sur les ailes de saison les gens recherchent ce calme. On a beaucoup de nos clients et surtout de fidèles clients qui reviennent d'une année sur l'autre, qui cherchent en fait les mois de juin et les mois de septembre pour ce calme et pour les activités qu'on propose, donc de yoga, etc. Alors du coup j'ai deux questions là. Ailes de saison, est-ce qu'on peut préciser? Le rajouter dans les termes. Oui, dans les termes, dans le vocabulaire. Les ailes de saison, en fait, c'est pour nous la vraie saison, c'est juillet-août, on va dire fin juin à début septembre. Et pour nous, les ailes de saison, c'est le reste du temps, quoi. Donc de avril à juin, et puis de septembre à novembre jusqu'à ce qu'on ferme. Et la deuxième question, c'est justement sur les événements qui sont indépendants, enfin qui sont en extérieur du camping. Du coup, j'imagine que vous augmentez les prix. Enfin, j'imagine. Ouais, on l'a expérimenté. On l'expérimente parfois quand je suis allée à la Fête des Lumières à Lyon. Alors là, les prix étaient fois 2, fois 3. Oui, alors on les augmente pas sur le moment, puisque de toute façon ils sont établis en amont, mais c'est sûr que quand on regarde le calendrier des tarifs qu'on a établi, par exemple le mois d'octobre, on sait que la période des vacances scolaires, le tarif il va remonter cette semaine-là. Mais pour les événements, il se trouve que je crois que le Rock d'Azur tombe pendant les vacances scolaires d'octobre, donc du coup là, ça se noie dans la masse. Mais non, on a juste fait un truc qu'on a modifié pour l'événement. C'est que normalement, en dehors de juillet-août, on loue à partir de 2 jours, de 2 nuits. Mais là, pour l'événement, comme on sait qu'on remplit, par exemple, on n'a que 4 nuits minimum. On ne peut pas aller en sinon on perdait trop de. Ça faisait des trous. Bah oui, ouais, non, mais je comprends. C'est la seule chose qu'on a adaptée pour l'événement, parce que sinon. D'accord. C'est important pour nous de le savoir, justement, pour orienter nos clients sur des périodes qui ne soient pas forcément à événement, pour pouvoir avoir un tarif plus intéressant. Et puis, c'est intéressant aussi de le faire comme ça, pour être en collaboration avec des établissements, pour vous aider aussi à remplir les ailes de saison. Des périodes un peu plus justement creuses. C'est aussi une façon d'envisager, je trouve, le tourisme un peu plus durablement en fait. Le fait d'être pas sur une période intensive, d'être au contraire orienter ses clients sur une période plus creuse, où en fait on a moins d'impact évidemment sur la nature, sur l'emplacement, vu qu'on est. Et puis on sort un peu du tourisme de masse en fait. L'idéal ce serait ça, ce serait d'étaler vraiment. C'est ça. C'est pas possible parce qu'il y a une question de vacances scolaires et de choses comme ça. Mais oui, ça serait l'idéal. Pour les familles c'est compliqué. Après, donc ici il y a le Wi-Fi partout dans l'établissement. On a le Wi-Fi. Alors après, certaines des cabanes, justement, du fait de leur localisation un petit peu plus excentrée et près de la rivière, etc., ça capte pas super bien. Mais normalement, voilà, on a fait en sorte encore cette année
d'augmenter le débit, parce qu'en fait on avait un problème de débit parce qu'on a beaucoup de monde de l'été. Ah oui, donc oui, officiellement on a la Wi-Fi de partout. Après il y a des zones qui sont tellement excentrées qu'on a du mal à capter partout pareil. Je vous demande ça par rapport justement au télétravail, au workation, le fait de pouvoir associer le travail et le fait de partir en vacances. Est-ce que c'est une pratique que vous avez vue émerger ou voilà, pas trop par ici? On a eu, quand il y a eu la période d'isolement, de confinement, on a eu des demandes parce qu'on était fermé, c'était le mois de mars, on n'était pas encore ouvert. On a eu des gens qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir en fait louer au mois pour travailler ici. Bon, après c'est tombé l'année où nous on a eu beaucoup de travaux à faire dans le parc et on avait profité de la période de fermeture pour faire tous ces travaux. Donc c'était pas travaux et télétravail, c'était pas très compatible, donc on voulait pas. Voilà, c'était pas le but. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Oui, carrément, on a quand même une bonne Wi-Fi sur une grosse majorité du parc qui fonctionne bien. On a même fait installer la fibre. Donc, on a eu la demande à la période où c'était vraiment d'actualité. Depuis un peu moins. Un petit peu moins. Mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait communiquer. Et oui, c'est sûr que c'est intéressant. Et... Alors moi qui suis indépendant depuis quelques années, c'est vrai que j'aime bien pouvoir associer travail et plaisir. Ah bah oui, c'est clair que l'endroit se prête bien. Complètement. C'est pas mal, ouais. C'est inspirant. Je voulais maintenant parler un petit peu du coup plus de tourisme durable, puisque vous avez le label La Clé Verte, mis en place des choses justement. Est-ce que vous avez une stratégie, on va dire, d'évolution, enfin évolutive sur le fait d'avoir une démarche éco-responsable, ou est-ce qu'en fait, est-ce que par exemple aussi vous avez des retours de votre clientèle? Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place ou pas? C'est quoi justement la stratégie que vous avez mis en place? Alors on a déjà fait pas mal d'actions, par exemple de ne plus avoir du tout d'engrais chimiques pour les jardins. On a rénové totalement notre espace aquatique en 2017, 2018 pour enlever tout ce qui était plastique et pour mettre un système de filtration du chlore à diatomée qui permet vraiment une eau ultra pure et du coup beaucoup plus saine pour le corps et pour la nature. Voilà, on a un sentier botanique qui a été fait l'année dernière avec des panneaux botaniques pour un petit peu un côté ludique aussi pour les enfants, etc. Donc on a un parc refuge, classé refuge pour les oiseaux. On a plein de petites actions comme ça, évidemment on essaie de proposer un maximum de produits bio, locaux et de saison à la supérette et aux gérants du restaurant. Même si c'est pas nous qui gérons en propre, c'est quelque chose qu'on leur oblige un petit peu à mettre en place par respect pour notre charte. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont été mises en place comme ça. Et après, nous, l'objectif, c'est de continuer, par exemple, en devenant un parc piéton sur le long terme. Et on a systématiquement, à la fin de chaque séjour, un formulaire de satisfaction qui est envoyé à chaque client, dans lequel on demande aussi ce qu'ils ont pensé du parc. Est-ce qu'ils l'ont trouvé écologique? Qu'est-ce que pour eux on aurait pu mettre en place de plus? En fait, on essaie au maximum de collecter des avis clients aussi sur cet aspect-là pour améliorer encore et toujours. De toute façon, c'est l'objectif. Donc oui, l'objectif c'est encore de mener des actions, d'améliorer. Oui, non, on est loin d'être parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça, c'est bien de le reconnaître. Oui, c'est déjà, tout est très bien. Mais ça prend du temps en fait, hein. Même les hébergements, on aimerait bien en fait enlever tous les hébergements qu'on a qui sont encore d'époque, qui sont en plastique. Donc ce sont nos mobil-homes classiques qui sont là depuis 2013, qui étaient là quand on a racheté le parc. Mais évidemment, on peut pas tout mettre à la poubelle. Déjà, c'est pas du tout écolo. Et puis on se retrouverait avec finalement pas beaucoup d'hébergements à commercialiser. Donc pour l'instant, on les utilise, on les a améliorés. Et puis petit à petit, on veut renouveler le parc en mettant des hébergements plus éco-responsables, qui sont fabriqués en France avec des matériaux plus... Voilà, on essaie vraiment de prendre ça en compte. C'est la globalité, comme on en parlait tout à l'heure sur les labels, c'est pareil aussi dans votre réflexion. Et alors j'ai vu tout à l'heure, vous avez un petit panier, un petit paquet de bienvenue. On peut le montrer. Allez. Je vais aller le chercher. Pas l'ouvrir, mais ce petit paquet, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a dedans? Alors oui, le paquet, il faut que je regarde. Non, je sais, moi chaque année on change un peu. Mais donc il y a une petite, en fait il y a tout le nécessaire, les de première nécessité on va dire pour des vacances qui commencent bien quand on n'a pas forcément pensé à tout. Donc une éponge, du liquide vaisselle,
un petit chiffon, je crois, des produits pour la douche. D'accord. Voilà, enfin, je crois que ça c'est vraiment uniquement pour la cuisine. Après, dans la douche, on a un autre petit paquet. Évidemment, ils sont tous éco-certs, parce qu'on travaille qu'avec des fournisseurs. Après, on aurait pu l'ouvrir, hein, on n'en a pas. C'est pas très écologique. Hop. Donc, ça, on va les voir. La petite éponge, le petit chiffon, hop. On a les sacs biodégradables. Ok, top. Un petit machin en bambou pour fermer les sacs. Ah oui, je me demandais à quoi ça servait. Ça, c'est la lavette. La petite lavette et un petit produit vaisselle. C'est vraiment, en général, quand on part en vacances, les choses qu'on oublie de prendre, qu'on se dit on achètera quand on sera sur place, mais on est bien content le premier jour d'avoir ça. C'est vrai que c'est... En général, pour une semaine, ça fait l'affaire aussi. Top. Et du coup, ce sont des marques quoi, françaises ou pas forcément? En tout cas, il y a les écolabels sur... Ouais, on essaie de consommer européen. Après, voilà, je vous dis, on a changé plusieurs fois de marque. On essaie de trouver le fournisseur le plus écologique et le plus intéressant. C'est bien. Mais oui, c'est du travail. Et puis chaque année, ça change. C'est vrai que ça évolue beaucoup. Nous, chaque année, on va faire le salon du 7 à Montpellier, qui est vraiment spécialisé dans l'hôtellerie, dans le tourisme. C'est très très intéressant. C'est un des plus grands salons dans le monde du tourisme. Et en fait, c'est fou parce qu'on y va chaque année, mais chaque année, il y a de nouvelles choses. Et puis même ce qu'il y a d'une année sur l'autre, les infos changent, évoluent, tout se développe très vite. C'est pleine expansion. Super, bah c'est bien, il y a plein de belles choses qui sont à venir. Chouette, et ben on a fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur votre métier, sur des choses qu'on n'aurait pas forcément dit? Ouais, non, je réfléchis. Je pense qu'on a tout vu, on avait préparé ensemble. Ouais, je crois qu'on... Oui, bah, les contraintes en tant qu'hébergeur de façon générale, on n'en a pas trop parlé là. Moi, je m'étais noté que les contraintes, c'était beaucoup lié en fait à la gestion des ressources humaines, parce que le plus dur, en tout cas pour nous, pour un établissement comme ici, et comme on est quand même une équipe nombreuse, c'est de gérer l'effectif et la variation des effectifs en fonction des pics de saisonnalité, en fait, au final. Parce que on passe de 25 à plus de 50 et encore je parle pas de la restauration, etc. Donc il faut pouvoir loger tous ces gens aussi. Parce que vous les logez ici du coup? Une partie, après bon, on peut pas loger tout le monde, donc on essaie d'embaucher et de recruter en fonction. Et puis les problèmes aussi liés au recrutement, parce que c'est comme pour tous les secteurs d'activité, je pense, depuis le Covid, on galère un peu. Donc il faut s'y prendre de plus en plus tôt et puis essayer aussi d'avoir des équipes avec lesquelles on crée des liens pour pouvoir rester chaque année avec les mêmes équipes quand ça convient. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais quand on a des gens qui sont bien, on essaie de les garder et de faire en sorte qu'ils aient des conditions de travail en dehors du cadre qui soient cool. Mais voilà, le plus dur, c'est ça, c'est vraiment la gestion des ressources humaines. Surtout sur le côté saisonnier, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être envie d'avoir justement peut-être un emploi plus stable et tout au long de l'année. C'est ça qui est difficile ou c'est juste de recruter n'importe quel profil d'ailleurs? Non, c'est vraiment, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est comme ça partout, j'ai l'impression que depuis le Covid, on a vraiment des gens qui sont moins motivés pour travailler, qui cherchent un métier parce qu'il faut travailler, et là en plus, encore plus dans le saisonnier, parce qu'en fait c'est des gens qui se disent ah ben parfait, c'est pas un métier où je m'engage trop, c'est l'affaire d'une saison, et puis après je verrai ce que je fais après. C'est pas une carrière de vie en fait, c'est des gens qui ont l'impression que ça va être un passe-temps pendant plusieurs mois. Sauf que c'est des horaires, des amplitudes horaires, surtout dans le monde du camping, qui sont grandes. Il faut se lever tôt le matin et se coucher tard le soir, surtout dans l'animation, on a beaucoup de mal aussi. On a une grosse équipe d'animation, ils sont une dizaine. Et c'est compliqué de gérer tout ce monde en fait. Mais oui. Ouais, en dehors de l'équipe fixe qui est en CDI, là c'est différent, mais pour les saisonniers c'est compliqué. De les motiver suffisamment et puis après une fois qu'ils sont motivés de les calmer. De les garder. Et c'est vrai que c'est un métier qui doit être hyper comme gratifiant parce que en fait les gens viennent en vacances, donc du coup on a le côté très positif de surtout quand ça se passe bien, et puis on est dans un bel établissement ici, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais c'est vrai qu'il y a la contrainte aussi de la lourdeur, je pense, administrative liée en partie à la France aussi, le fait peut-être de trouver des clients, d'avoir une saisonnalité où il y a parfois peut-être aussi on a eu un impact par rapport au Covid, et puis
Et puis en fait, par rapport à plein de choses qui peuvent arriver, que ce soit les aléas climatiques, le contexte politique, oui, économique aussi. économique, social, non, c'est clair que. Et puis là, on sent quand même qu'on est dans une période où il y a un climat social qui est très tendu et ça impacte forcément au sens large, enfin tous les secteurs d'activité, mais le tourisme aussi, puis avec la hausse des prix, l'inflation, etc. Nous, on a vraiment constaté l'année dernière, malgré qu'on ait fait une très belle saison et qu'on a même été étonnamment surpris de remplir autant après ces années compliquées Covid. Donc on était très content de la saison, mais par contre le panier moyen, les dépenses des gens en vacances est vraiment divisé par 2, quoi. D'accord. Donc nous, on va dire que ça change pas grand chose, puisque de toute façon les vacances ils les ont payées, ils sont venus quand même, on a bien rempli. Mais par contre la supérette et le restaurant s'en sont plaints que c'était vraiment rien à voir avec les années précédentes, que les gens étaient vraiment à l'économie, quoi. Ils viennent avec leur voiture déjà remplie de courses. Parce que c'est ok, on part en vacances, mais on va devoir quand même se serrer la ceinture. Il y a quand même une tendance assez bien à retenir sur le fait de, les Français, on le voit dans les dernières études du tourisme, enfin sur les tendances du tourisme, que justement il y a quand même cette envie de partir en vacances, mais de faire attention à son budget. Et déjà, pardon. Justement, j'allais dire, en tant que travel planner, c'est aussi notre métier, oui. de pouvoir apporter des conseils sur l'itinéraire de voyage, mais aussi sur comment on peut aider notre client à payer le meilleur prix. Notamment sur les petits conseils de partir hors saison, des choses comme ça. Et je pense que c'est un soutien et pour nos clients et aussi pour des établissements sur le fait de venir sur les aides de saison. Je suis trop contente. On va le passer à chaque fois. Nous, on essaie vraiment de communiquer sur le fait que il faut faire la route pour venir, c'est sûr. Mais d'ailleurs, on a constaté qu'on a beaucoup plus de personnes qui habitent dans les environs qui se déplacent parce que ça fait moins cher. C'est un vrai budget de vacances. La route, l'autoroute, le péage. Le train. Ou le train, ouais. Et nous, on communique sur le fait qu'après, une fois sur place, on a finalement pratiquement tout qui est inclus. Après, oui, il y a la supérette, mais ça, évidemment, c'est en plus, c'est le restaurant. Mais on a pratiquement tous nos services et toutes nos activités qui sont gratuites, qui sont proposées gratuitement, à part la navette fluviale qui est à 2,50 €. Mais sinon, on a vraiment tout sur place. Donc, c'est de dire, oui, vous avez un budget vacances, enfin logement en fait, qui va être important parce que c'est un établissement 5 étoiles. Mais après, voilà, une fois que vous avez posé vos bagages et garé la voiture, vous pouvez tout faire sur place et tout est accessible. On a le mini-club pour les enfants, voilà, tout est fait pour que les familles soient bien et restent le plus possible ici, quoi. Oui, parce que l'été en plus c'est une semaine de location obligatoire sur l'été. C'est ça, c'est 7 jours minimum sur juillet-août et 2 jours minimum, enfin 2 nuits minimum le reste du temps. Ok, super. Bon, je pense qu'on a fait le tour, merci. Merci à vous. Et puis, on va pouvoir clôturer la vidéo. J'espère qu'il y a eu assez de bandes passantes. Ouais.